Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Les vraies voix jusqu'à 19h sur Sud Radio. J'officierai seul. On embrasse Christine Bouillot qui a délicieusement bien fait l'intérim ces 3 derniers jours. Et on embrasse Cécile de Ménibus qu'on retrouvera lundi dans ce studio. Au menu de l'émission, à 17h30, le grand débat du jour. On va revenir sur le drame de Nantes. Hier, un élève empoignarde 4 autres. Une élève est morte. 3 autres sont blessés. Ce n'est pas un fait divers selon le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Alors parlons vrai, est-ce qu'on peut encore parler de faits divers vu le nombre d'attaques au couteau? Et à cette question, l'attaque au couteau de Nantes, c'est un fait divers ou un fait de société? Vous dites à 86% que c'est un fait de société. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Notre invité sera Christophe Eoche Duval, haut fonctionnaire, auteur du livre Le prix de l'insécurité, enquête sur une défaillance d'État, publié aux éditions Erol. À 18h40, le coup de projecteur des vraies voix. Le gouvernement veut imposer aux médecins jusqu'à 2 jours par mois de consultation dans des déserts médicaux. C'est une annonce du Premier ministre François Bayrou dans le Cantal. Une mesure présentée comme une alternative à la fin de la liberté d'installation. Alors parlons vrai. Est-ce que cette proposition vous paraît crédible? Et à la question du jour, faut-il, comme le dit Bayrou, envoyer les médecins consulter 2 jours par mois dans les déserts médicaux? Vous dites oui à 57%. Vous voulez réagir encore et toujours, le 0826 300 300. Et notre invité sera Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Les vraies voix Sud Radio. Et nos 3 vraies voix du jour, le président de l'Institut de la Parole, Philippe Bilger. Bonsoir Philippe. Alors vous êtes seul le vendredi. Oui, je vois votre désespérance de ne pas avoir une femme à vos côtés. Non, mais que vous valiez 2 personnes, on peut en douter. En poids, oui. Non, en tout cas, cette semaine a été merveilleuse. Ça s'est très bien passé. On salue nos vraies voix du jour, Mickaël Sadoun. Bonjour Mickaël, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Ça fait tellement longtemps, ça fait trop longtemps, ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous devenez un peu? Toujours les vraies voix. Toujours les vraies voix. Ça marche bien, ça a l'air de bien marcher. Je vois les résultats sur Internet, franchement, bravo. Merci, c'est grâce à nos excellents chroniqueurs. Mais je crois que aujourd'hui, on va faire un très bon score, si vous voulez mon avis. Et on termine toujours par la parole à la défense, comme dans un prétoire, vous ne m'en voudrez pas. Ah non, au contraire. Bonsoir Loïc Guérin, avocat pénaliste et vraie voix. Il y en a que vous auriez envie de défendre là pour quelque chose dans tout le studio. Tout le monde. Oh bah c'est bien. Il y a tout de même quelque chose d'étrange. Avocat pénaliste et vraie voix. Alors j'aurais pu dire la même chose du parquet. Oui. Tout à fait. Excusez-moi, mais il y en a certains qui le rayent. Oui, bravo. Allez, notre auditeur du jour, direction la superbe ville d'Orthès dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonsoir Cédric. Oui, bonsoir. Bienvenue dans les vraies voix de Sud Radio et vous voulez faire un coup de cœur et ça va faire plaisir à nos vraies voix sur la langue française. Exact, tout à fait. Donc merci déjà pour votre écoute. Je salue aussi au passage tous les auditeurs qui aiment la vraie voix, la vraie parole. Donc parlons vrai. Qu'est-ce que la parole? Qu'est-ce que la vérité? Donc moi je ne dis pas détenir la vérité de notre parole française, parler franc. Parler libre donc, la franchise, c'est la liberté, c'est être affranchi de toute grille de lecture qui nous soit imposée depuis le conditionnement étatique. Donc, j'aimerais qu'on parle vrai, mais maintenant, il faudrait commencer à parler vrai. Et donc, c'est mon coup de cœur. On m'a pas dit d'être raisonnable, de parler avec raison, mais de parler avec mon cœur. Donc, je parle avec mon cœur. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que on va dire, il y a dans vos nouvelles que vous avez annoncées, des faits de société, mais on ne dit pas les vrais mots. On ne parle pas selon la vérité. Chacun parle selon sa réalité. Maintenant, je voudrais définir une chose. Qu'est-ce que c'est par les vrais? Qu'est-ce que c'est par les faux? Donc, il y a dans le dictionnaire, c'est ce qui définit la vraie parole. Si on le définit bien. Donc, on va parler d'une bonne diction. Ce qui a donné le mot dictionnaire, bénédiction. Oui. C'est-à-dire qu'on a une bonne diction. La bonne diction, bénédiction, exactement. Bénédiction, donc bonne diction, c'est quoi? C'est on parle, on a un mot qui est bien défini, et l'inverse c'est malédiction, une mauvaise diction. Donc si on parle pas à propos, si on parle pas vrai, on se maudit nous-mêmes. Ah, c'est très bon. Excusez-moi, vous êtes prof de français ou de latin grec ou ecclésiastique. Non, mais c'est pas une tare, vous savez. Alors, je vais vous dire mon parcours. Moi, qui suis un fils d'émigrés, on va dire espagnol et italien.
J'ai pas eu cette grille de lecture conventionnelle parce que j'ai quitté l'école, on va dire très très jeune. Et c'est mon grand-père qui était italien, qui me parlait très très mal français, qui ne savait ni écrire, qui lui avait sa grille de lecture qui était enfantine. Et en fait, il écoutait les mots d'une façon naturelle. Vous voyez ? Et pas artificielle. Et c'est ce que je veux dire, c'est qu'il faut se déconditionner des artifices que l'on apprend dans les écoles. Et ce qui est très important, c'est qu'on soit béni, la bonne diction. Vous savez, maintenant, vous allez dire, vous avez fait écouter des informations, mais écoutez ce mot information. Normalement, imaginez-vous une masse de terre chez un potier. Il la met sur son tour, la masse est informe. Il va la former pour en faire, mettons, un vase qu'il aura imaginé et imagé sur un papier. Il va la former, il va faire un petit geste gauche ou maladroit, il va déformer, et après il va réformer pour retourner à son projet initial. C'est la réforme. Et après, au final, une fois que ça sera devant lui, formé comme il avait imaginé, mais en vérité, ça ne lui plaît pas. Donc, la masse étant encore malléable, il va la rendre informe. Donc, informer, c'est ça. Et quand dans les médias, on vous dit, on va vous tenir informé, ça veut dire on va tenir sans forme. Alors que tout le monde doit être en forme. Et on veut être en forme, c'est comme un vase, parce que nous sommes des vases de terre. Alors, Cédric, vous êtes très en forme, mais il faut que les vraies voix réagissent. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est l'étymologie. Est-ce que c'est pas quelque chose d'essentiel ? Mais vous avez raison, mon cher Philippe. Je serais curieux d'où vient David, mais enfin, ça c'est autre Cédric, chose. Oui, mais je pensais à vous. Non, ce qui m'intéresse dans ce que vient de dire Cédric, c'est qu'au-delà de l'aspect technique, il montre bien que la parole authentique a besoin de vérité, mais la vérité, on ne peut pas prétendre la détenir, mais en tout cas, elle ne peut venir que grâce à la liberté. Et c'est ce qu'on fait à Sud Radio. Mickaël Sadoun ? Oui, Cédric, vous êtes un poète quelque part entre Apollinaire et Jean-Claude Van Damme. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que vous nous avez dit, et je suis entièrement d'accord avec les paroles de mon camarade Philippe Bilger. On peut se contenter de la franche parole déjà. Vous êtes offensant pour Jean-Claude Van Damme. Loïc Guérin. Alors, je préfère Apollinaire au second. C'est déjà plus proche en français aussi du français classique. Mais oui, c'est intéressant et il a tout à fait raison. L'étymologie d'un mot permet non seulement d'en comprendre l'origine et de la garder, d'éviter les anglicismes et peut-être de se rappeler de l'orthographe. Absolument. Bravo. Cédric, vous restez avec nous parce qu'il y a un mot de la langue française qui n'est pas encore dans le dictionnaire que vous allez faire. Ça s'appelle le qui c'est qui l'a dit, puisque vous êtes notre auditeur du jour. Tout de suite, on se retrouve pour le réquisitoire du procureur. Monsieur le procureur. Je vais parler du métro et d'un certain nombre de choses qui s'y passent. Eh bien, écoutez, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Mickaël Sadoun, Loïc Guérin. Dans quelques instants, les 3 mots dans l'actu. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde. 3 mots qui sont secret, incompréhension et désert. On va parler de la fille de François Bayrou. Elle contredit son père sur Bétarame en affirmant qu'il aurait bien rencontré le juge en charge de l'affaire du père Caricard dans les années 90, contrairement à ce qu'il dit. On va évoquer évidemment aussi la douleur à Nantes. 4 élèves poignardés hier, l'une qui a succombé, et les contrôles de sacs qui doivent s'intensifier devant les établissements scolaires. Et puis aussi un mot de cette mesure annoncée par le gouvernement, envoyer des médecins dans les déserts médicaux un ou 2 jours par mois. En 3 mots, secret, incompréhension et désert. Et tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et vous allez requérir sur le métro, monsieur le procureur. Oui, en fait, il y a des années, et ça n'est pas très original, considéré que le métro pouvait être une sorte de microcosme où l'humanité montrait ses vices, ses vertus, ses dysfonctionnements et ses vulgarités. Et j'ai constaté en lisant Marianne hier que en réalité, ça s'amplifie. En ce qui me concerne, je prends le métro, j'accepte de me commettre dans ce transport en commun, mais je n'ai jamais remarqué, sinon les impolitesses classiques, que ce soit devenu à ce point pénible. Et pourtant, il y a une multitude de gens maintenant qui disent « Je n'ose plus protester dans le métro parce qu'il y a trop d'incivilité ». Et au fond, ça devient pour beaucoup insupportable. Alors, je trouve que c'est assez déplaisant en raison de l'image que ça donne de notre société, où je vois qu'en effet des vertus capitales sont sacrifiées. Loïc Guérin.
Moi, je vais vous faire part d'une expérience personnelle d'il y a très très longtemps. Le provincial qui débarque à Paris et qui prend le métro pour la première fois pour aller chercher un appartement. Et ça remonte à un certain nombre d'années que je n'oserais pas mentionner, mais très longtemps. Au siècle dernier ? Presque. Pas loin, oui. Et pour être tout à fait franc, alors ça va peut-être relativiser légèrement, le choc a été absolu. J'ai trouvé le métro détestable, dégoûtant, les agressions verbales pratiquement constantes, et pour y avoir passé des journées complètes à faire les appartements les uns après les autres, du début de journée au fin de journée, j'avoue que l'expérience avait été assez violente, et pour un provincial qui avait la maladresse de sourire aux gens qui le regardaient, j'ai vite appris en 24 heures qu'il fallait plutôt regarder ses chaussures ou avoir l'air méchant pour s'en sortir à peu près dans le métro parisien. Vous voyez, l'expérience date d'il y a 30 ans. Déjà à l'époque. Bon, depuis lors, on a appris, il suffit de regarder méchamment celui qui vous regarde dans les yeux, puis en général, ça se passe mieux. Mais c'était déjà une drôle d'expérience pour le provincial que j'étais à l'époque. Voilà. Mickaël Sadoun. Moi, je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas, puisque je vous confie que j'ai pris le métro par le passé, mais qu'aujourd'hui, je ne le prends pas du tout. Mais je rejoins quand même les constatations de Philippe Bilger dans un autre moyen de transport qui est la voiture. Je me suis souvent dit que la route était vraiment l'espace de partage par excellence où on voit les comportements civiques ou non. Le comportement des gens dans leur voiture est révélateur de ce qu'ils sont profondément, de leur rapport aux autres, de leur rapport à l'espace collectif, de leur égoïsme ou pas. C'est assez exceptionnel de constater ça, ce qui fait qu'en général c'est le lieu de toutes les passions, les gens ne s'énervent jamais plus que dans leur voiture, donc voilà, je partage totalement. Et les deux sexes, Mickaël, j'ai des exemples où les femmes au volant sont plus grossières que les hommes. Bien sûr, Combien de fois je n'ose imaginer ce qu'elles auraient pu dire à Philippe David. Bien sûr. Qu'est-ce qu'elles auraient pu me dire ? Non, parce qu'une chose dont vous êtes très fiers, dont vous parlez en permanence, elles ont tendance à la réduire. J'ai même connu une fille qui s'énervait beaucoup contre les gens en voiture et qui comptait sur moi pour faire le service après-vente après quand les gens s'énervaient contre elle. Donc tu vois. Allez, merci pour ce réquisitoire, monsieur le procureur. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont secret, incompréhension et désert. La fille de François Bayrou contredit son père sur l'affaire Betaram. Il aurait bien rencontré le juge en charge de l'enquête sur le père Caricart dans les années 90. C'est ce qu'affirme Hélène Perlan. Le Premier ministre affirme le contraire. Deuil et incompréhension à Nantes. L'élève auteur des coups de couteau a été hospitalisé en psychiatrie. Depuis le mois dernier, près d'1 millier de contrôles de sacs ont permis de saisir 94 armes blanches, indique l'Éducation nationale. Et puis le gouvernement veut envoyer les médecins 1 ou 2 jours par mois dans les déserts médicaux, le temps que de nouveaux médecins puissent s'y installer. Les vraies voix Sud Radio. François Bayrou avait toujours nié une rencontre avec le juge chargé de l'enquête sur les accusations visant le père Caricart. Depuis l'éclatement au grand jour de l'affaire Betaram, le Premier ministre, a fortiori, a toujours contesté avoir pesé dans la sortie de détention provisoire de l'ancien directeur accusé de viol. Le prêtre s'était ensuite suicidé en l'an 2000 à Rome où il avait rejoint sa congrégation. François Bayrou avait-il rencontré ou non le juge Mirande à l'époque de l'instruction? Les versions du Premier ministre et du magistrat divergent. Désormais, c'est sa propre fille qui contredit le chef du gouvernement. Selon Hélène Perlan, cette rencontre a bien eu lieu et en plus, elle aurait porté sur le fond du sujet couvert par le secret de l'instruction. La fille aînée de François Bayrou l'affirme chez nos confrères de Mediapart. Je peux vous confier quelque chose ? Oui. Dans le huis clos des missions publiques. Oui, il ne s'en souvient pas, je pense, mais je suis là le soir où il rentre de chez le juge Mirande. On est là tout seuls, tous les deux. Et il me dit, ne le répète surtout pas, j'ai juré d'être dans le secret de l'instruction. Est-ce que tu crois possible ça? On est resté là, je lui ai dit, écoute. Et il m'a dit, il est en prison, qu'il y reste. Mais je pense que le suicide a été pour tout le monde une horreur. Donc il vous a confirmé avoir parlé au juge Mirande? Avoir juré au juge Mirande de ne pas trahir le secret de l'instruction. Le fait que le juge Mirande avait parlé. Hélène Perlan, la fille de François Bayrou, auprès de Mediapart, dans un entretien diffusé notamment sur le réseau social Blue Sky. Alors Philippe Bilger, un des deux ment, inéluctablement, peut-être par omission, peut-être par oubli, mais un des deux ment, ça c'est clair. Oui, alors j'ai très peur, franchement, pour François Bayrou, que j'aime bien, par ailleurs, mais je pense aujourd'hui, il devrait admettre qu'il a eu cet échange avec ce juge que, par ailleurs, dont je ne suis pas emballé par le comportement, mais il craint sans doute qu'admettre cet entretien mette à bas tout son dispositif de défense. C'est terrible pour le 14 mai. Le gain. Alors, j'ai pas suivi dans le détail les échanges récents, si ce n'est effectivement la déclaration de sa fille. Je reviens à ce qu'on avait d'ailleurs évoqué à cette antenne il y a quelques temps.
pardon, mais je mets un coup de frein et je prends un tout petit peu de recul. On a quand même l'impression, quand on voit les questions fondamentales qui se posent au pays, à l'Europe, au monde qui nous entoure en ce moment, le feu lancé par Trump, qu'en France, on en est réduit aux batailles de clochers un peu ridicule. Enfin, c'est quand même grave. Il y a eu des dizaines d'enfants violés. Hein. Excusez-moi. Non, mais ça change rien sur la gravité des faits. Ouais. Mais le fait qu'on en fasse une affaire politique, en revanche, à savoir si il a vu un tel, il a dit telle chose, il n'a pas dit telle chose, il y a 10 ou 15 ans de ça, me semble personnellement, alors pas nécessairement tout à fait hors sujet, mais on va parler plutôt d'instrumentalisation opportune par certains pour essayer d'abattre le pouvoir en place. Alors, j'ai pas d'opinion sur le fond du dossier du tout. Et la justice fera son travail ou a fait son travail. C'est une affaire gravissime, je veux dire. C'est pas une affaire de corne-cul comme les diamants de Bokassa. J'ai quand même l'impression qu'on a changé sa nature. C'est-à-dire, ce qui concerne le Premier ministre est relativement... mais me semble relativement anecdotique en termes d'implication. Il n'était pas maire à ce moment-là, il n'était pas ministre à ce moment-là. Non, mais c'est pour expliquer mon propos. Oui. S'il avait été ministre, s'il avait fait des entraves actives au travail de la justice, on serait dans le sujet. J'aurais aucune difficulté à ce que ça devienne un sujet politique. En l'occurrence, on est plutôt en train d'aller chercher le troisième personnage du 5e rang du carrosse pour lui faire porter un scandale qui est réel, mais qui est quand même marginalement le sien. Mickaël Sadoun. Je suis 100% d'accord avec Loïc Guérin, c'est-à-dire c'est évidemment une affaire gravissime avec des implications humaines dramatiques, mais très franchement, dans la mesure où François Bayrou, visiblement, a une responsabilité qui reste à définir, mais qui semble quand même relativement limitée dans l'histoire, je trouve que notre débat politique est profondément corrompu par ce genre d'affaires pour lesquelles tout le monde se prend de passion, d'une manière que je trouve un petit peu glauque, à mon avis, et je préférais qu'on parle de politique publique. C'est peut-être plus chiant, ça demande peut-être un petit peu plus de connaissances que de se passionner pour des histoires morbides, mais je pense que ça profiterait plus au pays. Tout à fait mais il faut quand même que la justice passe dans cette affaire. Mais elle passera. Il faut l'espérer, parce que ça fait trop longtemps qu'elle a été... Bien sûr. Inactive. Allez, tout de suite, deuxième mot, incompréhension. L'heure était au recueillement et aux questions cet après-midi à Nantes. Des élèves et leurs parents se recueillaient cet après-midi devant le collège-lycée Notre-Dame de Toutes-Aides après l'attaque au couteau d'un élève qui a tué une lycéenne et blessé 3 autres camarades. Hier, le suspect a été hospitalisé en psychiatrie. J'ai trop de raisons dans ma tête, c'est ce qu'il a déclaré aux enquêteurs, celui qui a publié un manifeste politique décousu quelques minutes avant son passage à l'acte hier. Un ado solitaire obsédé par des sujets liés à la violence, Hitler, les néo-nazis, le 11 septembre 2001. Ce type de profil psychologique devrait sans doute alerter en amont, estime Olivier Duris, psychologue spécialiste des adolescents. Certains jeunes disaient que apparemment ce jeune avait un comportement bizarre depuis quelques temps. Ça, généralement, c'est quand même des choses qui nous mettent un peu la puce à l'oreille sur le fait que quelque chose ne va pas bien. Et c'est là où en fait c'est important quand on voit que certains jeunes peuvent montrer des signes de faiblesse ou de fragilité ou des choses comme ça, d'alerter à la fois les parents ou alors les services sociaux ou des choses comme ça pour pouvoir mettre en place aussi des accompagnements nécessaires. Et en fait, il faut vraiment percevoir les premiers signes comme des signaux d'alerte. Et là, cette histoire, malheureusement, nous montre bien que si on n'agit pas au moment où les choses vont mal, il y a toujours un risque de passage à l'acte. Olivier Duris, psychologue avec François-Louis Bourneau pour Sud Radio. Le gouvernement souhaite intensifier les contrôles de sacs pour bannir les couteaux en milieu scolaire. Il y a eu près d'1 millier de ces contrôles aux entrées des établissements depuis l'annonce le mois dernier. 1 millier de contrôles qui ont permis de saisir 94 armes blanches selon l'Éducation nationale. Troisième mot, désert. Le gouvernement dévoile son plan pour lutter contre les déserts médicaux. Des médecins étaient vent debout contre une proposition de loi parlementaire visant à remettre en cause leur liberté d'installation. Alors, la mesure proposée tout à l'heure par le Premier ministre François Bayrou se veut plus souple. Pas sûr pour autant qu'elle ravisse tous les praticiens. On l'écoute. Nous n'accepterons plus que des millions et des millions de Français se retrouvent sans accès normal aux soins. Et si chaque médecin se mobilise en solidarité, ne serait-ce que 1 ou 2 jours par mois, parfois quelques jours seulement par an, alors nous apporterons une solution originale et puissante, le temps que les quelques années qu'il faut attendre pour que le nombre de soignants formés augmente et pour que les autres mesures de ce pacte portent leurs fruits. 1 ou 2 jours dans les déserts médicaux. D'ailleurs, dans le coup de projecteur des Vraies Voix sur Sud Radio vers 18h40, on sera avec Jean-Paul Hamon, le président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Mon petit doigt me dit qu'il est remonté comme un coucou contre cette mesure qui a été annoncée par François Bayrou, donc tout à l'heure en milieu de journée. Merci beaucoup Félix Mathieu. Dans un instant, drame à Nantes, un lycéen poignarde 4 élèves, une jeune fille
est décédé. Alors parlons vrai, est-ce qu'on peut encore parler de faits divers vu le nombre d'attaques au couteau? Et notre question du jour, l'attaque au couteau de Nantes, c'est pour citer Bruno Retailleau, un fait divers ou un fait de société? Vous dites à 88% un fait de société. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Avec nous, Christophe Eoche Duval, haut fonctionnaire, auteur du livre Le prix de l'insécurité, enquête sur une défaillance d'État, publié chez Erol. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Question toujours un plaisir. Très courte, réponse très courte. Est-ce que les portiques dans les lycées, parce qu'on en parle, vous semble une solution adaptée? Oui, bien sûr, on peut en mettre, c'est évident. Il y a une proposition de loi actuellement qui est dans le circuit entre le Parlement, entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Je l'ai lu avant de venir, c'est la proposition de loi de Lafont, qui propose de rajouter une nouvelle norme dans le Code de l'éducation, qui est un article L511-6 qui vient donner soi-disant les pouvoirs aux chefs d'établissement de vérifier les sacs, le contenu des sacs des élèves, mais après avoir obtenu leur autorisation ou celle de leurs parents. Non mais c'est une usine à gaz complètement dingue. Ah oui. Au supermarché, je suis surveillé sur mon sac à main. Et pas du tout à l'école. On en débat de fou. On en débat tout de suite. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Loïc Guérin, Mickaël Sadoun, et c'est l'heure du grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et retour sur le drame de Nantes hier. Un élève empoignarde 4 autres, une lycéenne est décédée, 3 autres sont blessés. Ce n'est pas un fait divers, mais un fait de société, estime le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Alors parlons vrai. Est-ce que si c'est un fait de société, on pourrait arriver à le juguler? Et à cette question, l'attaque au couteau de Nantes, c'est un fait divers ou un fait de société? Vous dites un fait de société à 88%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Avec nous, Christophe Eoche Duval, haut fonctionnaire, auteur du livre Le prix de l'insécurité, enquête sur une défaillance d'État, publié aux éditions Erol. On fait un tour de table des vraies voix. Philippe Bilger, Retailleau a raison, on lui a reproché de faire de la récupération politique. Non, je trouve qu'il a raison, mais si on s'arrêtait qu'au phénomène politique, ce serait insuffisant. Il y a à la fois une trajectoire intime déséquilibrée à l'évidence, et ensuite un phénomène politique, parce que, comme vous l'avez dit dans votre question, ça relève d'un processus qui peu ou prou ressemble, par les dérèglements d'hier, à ce qu'on a connu à Nantes. Moi, ce qui me frappe, c'est je laisse de côté toutes les solutions pragmatiques qui sont évoquées pour répondre aux défis de ce port des couteaux, les cellules photographiques, que sais-je encore, les fouilles. Ce qui me frappe, c'est de voir que ce jeune homme de 16 ans, des parents irréprochables, dans un milieu totalement équilibré apparemment, a perçu comme, pour aller vite, déséquilibré, comme Félix l'a très bien dit tout à l'heure, eh bien, l'impasse était celle-ci, où on accepte de prévoir le pire à partir de signes superficiels, et dans ce cas-là, on est un peu totalitaire dans sa vision, ou bien on ne fait rien, et à un moment donné, on peut être taxé d'indifférence. Il y a des parents, des éducateurs, des professeurs, et c'est cette impasse qui est terrifiante. On a un deuxième spécialiste de la justice, Loïc Guérin. Votre avis, vous qui êtes avocat pénaliste? Alors, je vais pour le moment être dans société. Je vais être dans l'extrême minorité. Pour moi, ce dossier-là, en tout cas autant qu'on puisse en juger, parce que c'est pas un dossier qu'on a entre les mains, mais ce qu'on peut en lire, en tout cas à travers la presse, est plutôt, à mon sens, un fait divers. On a un individu qui, à l'évidence, est déséquilibré psychiatriquement, puisque pour arrêter une garde à vue, ou pour être tout à fait honnête, on a tendance à aller assez largement dans la compréhension de l'équilibre de la personne. Pour en avoir défendu quelques-uns, je vous assure, ils auraient jamais dû être en garde à vue, mais on a passé ça à l'as pour garder la personne en garde à vue et l'interroger pour faire plaisir à tout le monde. Donc, on est plutôt dans une tendance à alléger artificiellement les difficultés psychiques ou physiques d'un individu pour permettre sa garde à vue que l'inverse. Donc il faut quand même comprendre qu'en termes de signal, c'est qu'a priori le signal était très fort pendant la garde à vue, c'est-à-dire du délire complet. On ne peut pas systématiser un fait qui touche à un individu qui est totalement hors sol. Ça me semble, sur le plan même de la cohérence, difficile. Qu'après, ça s'inscrive dans une récurrence d'agression à l'arme blanche, peut-être de nature tout à fait différente, c'est-à-dire avec une tendance idéologique ou religieuse, ça c'est une chose. Et je pense que la sensibilité de l'opinion publique réagit surtout aux faits divers antérieurs, qui sont peut-être plus des faits de société que des faits divers,
à ce fait divers-là qui s'inscrit à mon sens assez artificiellement dans cette tendance. Mickaël Sadoun. Oui, ça me semble aussi être un fait divers, d'une violence assez intemporelle, qui n'est pas créée particulièrement par des conditions politiques. Après, le fait politique, c'est que la société se retrouve démunie face à cette violence qui, je pense, d'une manière ou d'une autre, a toujours existé. L'absence de garde-fous, l'absence de solutions, de réactivité, le fait que tout un pays se retrouve d'un coup en train de commenter l'événement parce qu'on se sent démuni face à cette violence, ça, c'est le vrai fait politique. Le fait qu'on mette de la violence probablement aussi dans les mains des plus jeunes, ce qui vraisemblablement a contribué quand même à créer cet événement, ça aussi c'est un fait politique. Mais si vous voulez, l'acte en lui-même, non, je pense pas que ce soit un fait de société, non, et bien heureusement. Vous pensez que c'est un fait de société, comme Bruno Retailleau? Vous pensez que c'est un fait divers, comme notamment Mickaël Sadoun et Loïc Guérin? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Christophe et Hoche Duval, je rappelle que vous êtes haut fonctionnaire, auteur du livre Le prix de l'insécurité, enquête sur une défaillance d'État, publié chez Erol. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec Retailleau ou plutôt d'accord avec Loïc Guérin et Mickaël Sadoun? Tout d'abord et à titre liminaire, je présente tous mes respects à la famille de Lorraine, qui est la victime. Nous sommes en train de l'oublier, nous sommes en train de victimiser celui qui est l'auteur de l'abolition de sa vie, de sa peine de mort. Je le rappelle à nos chers auditeurs. Non, mais merci d'avoir rappelé son prénom pour la désanonymiser. Ça, c'est également une invisibilisation des victimes qui est absolument odieuse. On donne le prénom du garçon, présumé bien sûr, et on ne donne pas le prénom de la personne victime. Alors, fait société, fait divers. D'abord, j'ai horreur de cette expression fait divers. Mais alors, une horreur absolue. Je la conteste. Car quand il y a au total 4491 faits divers, d'homicide ou de tentative d'homicide, comme en 2020, c'est-à-dire 12 actes par jour. C'est pas 4491 faits divers additionnés. C'est au global un fait de société, que la violence effectivement fait partie de notre société. La jugule-t-on ou la jugule-t-on pas? On ne la jugule pas. Elle est sur une courbe mortifère d'accélération, 114% depuis 2010 à 2020. Et pour revenir au cas qui est présenté, cette affaire présente plein d'évidemment d'éléments. Au passage, d'ailleurs, j'ai une anecdote personnelle. Mes enfants étaient dans un lycée catholique, l'enseignement privé de Paris, où il y a eu un jeune homme de la classe de mes enfants qui a pété les plombs, car tout homicide, de façon forcément, fait péter les plombs à quelqu'un. Et qui a, par jalousie, emmené son camarade qu'il croyait en vouloir à sa petite copine, qu'il a découpé dans la baignoire et qu'il a tué. Voilà. C'est une affaire absolument horrible. Oui. Je ne rappelle pas la date et ni le nom du lycée, mais il n'a pas été reconnu irresponsable. Et là, dans cette affaire, il y a un problème. C'est toujours, encore une fois, le problème de la responsabilité pénale en France et dans notre droit français, que je conteste surtout pas, mais pour lequel je voudrais bien savoir si les parents de Lorraine seront associés ou non à la décision, car elle pourrait être privée de toute réparation. Non, ils ne le seront pas. Non, parce qu'il y a Non, mais ils ne le seront pas. Parce qu'il y a au civil. Mais bien sûr, c'est même automatique. C'est une responsabilité automatique des parents, du fait des mineurs, civils, automatique. Elle sera automatique, peu importe sa responsabilité pénale. Civile. Moi, je vous parle du procès pénal. Mais la partie civile n'a rien à faire, entre guillemets, du procès pénal. Voilà. Sa réparation du préjudice, elle est intégrée dans le droit français, elle est pleine et entière, fort heureusement d'ailleurs. Le procès pénal n'a pas vocation à satisfaire une vindicte populaire. Or, la présentation qui en est faite là me semble relativement aller dans ce sens-là, ce qui n'est pas le sens du procès pénal. Mais c'est un point de vue. Vous avez un brillant avocat face à vous. Absolument, mais je ne suis pas l'avocat des victimes et je n'en suis pas un. Mais elle pourrait avoir un point de vue très différent. Je suis régulièrement, et pourtant, c'est pas leur opinion non plus. J'allais dire ce qu'on peut craindre, mais je n'ai pas à le craindre, c'est que ce jeune homme soit déclaré irresponsable au moment où il a porté ses coups et que Loïc, je crois que est-ce qu'aujourd'hui on a mis en œuvre cette réforme qui peut amener tout de même l'accusé devant la cour d'assises pour qu'on prenne acte de son irresponsabilité? Moi, je l'ai jamais vécu et j'ai jamais eu à le vivre. Et pour être franc, je ne crois pas. Alors, je crois que c'est dans un cas limité, mais je vais pas prendre le risque de donner une réponse certaine, puisque je ne l'ai jamais rencontré à titre personnel, je ne l'ai jamais vu au travers des dossiers qu'on a pu avoir ou qu'on a pu avoir autour de nous. Mickaël Sadoun veut réagir. Moi, je comprends parfaitement le point de tension qu'il y a sur ce plateau et
En effet, je pense par exemple à l'affaire Mireille Knoll où il a été reconnu, le tueur a été reconnu et responsable au moment de la commission du meurtre, de l'assassinat. Et il y a eu Sarah Halimi aussi. Et Sarah Halimi, évidemment, oui, bien sûr. Et si vous voulez, parfois, au nom de certaines expertises juridiques ou médico-légales, entre guillemets, on a renoncé à un certain principe de rendre justice à la victime et à la famille des victimes, et ce que j'entends parfaitement de ce côté de la table. Donc je ne saurais pas vous dire où est le bon point d'équilibre entre une certaine expertise qui n'est pas toujours en rapport avec la vérité, il faut le dire, et le fait de rendre justice aux gens. Voilà. Oui, mais Michael, pardon de prendre votre place. J'ai un avocat. Il y a tout de même un principe supérieur à celui de rendre justice dans les deux affaires que vous avez évoquées, c'est le fait que le socle de l'état de droit, et là je ne le discute pas, fait qu'on ne renvoie pas en justice un irresponsable. Ouais. Ça me paraît tout de même plus important que le fait de vouloir à toute force rendre justice à quelqu'un sans qu'on dénie le crime de la famille. Bien sûr, mais le principe d'irresponsabilité a quelque chose de presque philosophique. Je ne sais pas si ça peut s'expertiser vraiment à partir du droit, et parfois à partir de l'expertise juridique, on renonce à la justice. Alors, je me souviens des expériences au tarif de femme de ménage lors du procès d'Outreau, quand vous parlez de ça. Ouais, alors, c'était un psychologue. Oui. Et à savoir aussi que la réalité de terrain, elle est différente. Elle n'est pas celle que le grand public peut avoir. C'est-à-dire qu'en gros, des psychiatres auraient une espèce de grand pouvoir d'eux et auraient une large tendance à. C'est faux. On a vu un certain nombre d'individus, et j'en ai défendu quelques-uns d'ailleurs, qui sincèrement n'auraient pas dû être reconnus comme responsables sur le plan psychiatrique, qui étaient absolument hors sol, comprenaient absolument pas, d'ailleurs la seule différence entre le bien et le mal. On a plutôt tendance à renvoyer les gens qui n'auraient pas dû être renvoyés que l'inverse. Ça, c'est une réalité statistique. Non, mais Christophe Juvel, et après on part au 0826 300 300. Rapidement, de toute façon, tout acte d'homicide qui consiste bien sûr à abolir l'axiome tu ne tueras point, fait forcément l'objet quelque part d'un dérèglement de la personne. Elle n'est pas moralement, elle n'est pas moralement normale, on va dire. Et donc, ça pose une question. Mais pour venir au fait de société. Il y a un risque aussi de psychiatrisation, on va dire, des actes d'homicide. C'est-à-dire qu'effectivement, on les retranche de l'ordre de la rationalité pour éventuellement, comme faire l'autruche, ne pas les voir. Alors, on a plein d'actes dans lesquels il suffit de dire à l'Akbar c'est un dérangé. C'est un déséquilibré. Donc circuler, il n'y a plus rien à voir. Je suis d'accord. À faire, il n'y a pas très longtemps à Mulhouse. Là, en l'occurrence, on ne sait pas trop les motivations. Mais enfin, moi, j'ai lu quand même le communiqué que ce garçon a fait passer par l'intranet de l'école. C'est un déséquilibre. Il y a aussi des terrorismes ou des germes de terrorisme islamiste. Il peut y avoir aussi des imbécilités écocides et autres qui arment la main d'enfant. Il n'y a pas toujours la glu qu'on met sur sa main pour la poser sur un tableau de Van Gogh. Un jour, la main peut avoir un couteau. On part au 0826 300 300. Notre vraie voix du jour, Cédric d'Orthez. Bonsoir Cédric. Est-ce que pour vous c'est un fait de société ou un fait divers ? Alors c'est pas un fait de société, ce sont des faits de société. Ce fait-là, il ne faut pas l'isoler des autres. Premièrement, il faut voir de façon contextuelle et effectivement sociétale. Mais ce fait, le mot fait, c'est une coquille vide, c'est un meurtre. Ce sont des meurtres, voilà. Donc cet homme, ce jeune homme, c'est un meurtrier, qu'il a un problème spirituel. Excusez-moi, peut-être un assassin si c'était prémédité, s'il avait décidé. Mais le mot assassin vient du mot hashish. Donc vous savez d'où vient le hashish, ça vient pas de chez nous. Maintenant, ne nous faites pas l'étymologie. Oui, on vous écoute Cédric sans étymologie pour faire plaisir à Philippe Bilger. C'est un meurtre. Il y a un de vos interlocuteurs tout à l'heure qui a dit il a appliqué la peine de mort, cet homme-là. Oui. Donc, finalement, il n'est pas habilité à appliquer la peine de mort. Il a fait de la peine à ses parents, à ses frères, à ses sœurs. Il a commis la peine de mort. Il a appliqué la peine de mort. À cet homme-là qui a commis la peine de mort, il faut lui appliquer la peine de mort. Là est la solution, là est la guérison de notre société. Alors, je vous arrête parce que même à l'époque où il y avait la peine de mort en France, on n'exécutait pas les mineurs. Et comme il était mineur... Non, mais à quel âge on est mineur ? L'âge de raison, normalement, c'est comme l'âge nubile, c'est à peu près à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans. Et alors, à ce moment-là, lui, il a eu tout ça en main. Donc maintenant, c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas regarder lui qui aurait 16 ans, 17 ans, non, il faut aller au-delà.
parce que si déjà ceux qui sont en peine, ceux qui ont l'âge de recevoir la peine de mort parce qu'ils l'ont commis, déjà il faut rétablir la peine de mort en France, premièrement. Parce que tout le monde va mourir. C'est mon point de vue, mais c'est la vérité, c'est pas la réalité, parce que vous allez mourir, moi je vais mourir, tous les auditeurs vont mourir, ils vont causer de la peine. La peine de mort existe et existera toujours. Qu'elle soit donnée par un État ou par des meurtriers, la peine de mort est toujours là, et même si elle est naturelle. Alors, Cédric, on va faire réagir les vraies voix parce qu'il nous reste un peu plus de 2 minutes. On a l'impression que les gens sont à fleur de peau et qu'ils veulent des sanctions plus dur qu'il n'y a aujourd'hui. Philippe Bilger. Absolument. Moi, je n'ai pas de mépris pour ceux qui protestent contre l'abolition de la peine de mort. J'aurais pu répondre. 50% des Français qui sont pour. Oui, j'aurais pu répondre à beaucoup des arguments de ceux qui voudraient rétablir la peine de mort. Moi, je ne l'aurais jamais requise. Mais pour des raisons purement techniques, c'est que la peine de mort étant une sanction absolue, exige une justice absolue, ce qui n'est pas le cas. Et par conséquent, mais pour le reste, et puis vous l'avez rappelé, la peine de mort, je veux dire, actuellement, je crois, sous votre contrôle, juridiquement, on pourrait même plus la mettre. Alors il faudrait un référendum. Est-ce que même pas un référendum aurait le droit de dépasser des conventions internationales, donc le plan européen, sauf à sortir des conventions internationales. Oui, enfin on peut aussi remettre la dictature, interdire la démocratie, mettre un homme au pouvoir, tout est toujours possible dans l'absolu. Non, mais pour la peine de mort, je trouve qu'il y a plus débat quand même. Moi, je m'y oppose, mais je trouve ça dommage qu'on ait mis des verrous juridiques beaucoup trop puissants pour y revenir dessus, même de manière démocratique. Non, c'est un vrai débat moral qui n'est pas seulement un débat de technique juridique. Moi, j'invite tous les auditeurs à aller lire les livres des avocats qui ont accompagné leurs clients sur l'échafaud, et je pense que ça va les dissuader de vouloir la peine de mort. Mais parce qu'il y a la peine de mort théorique sur les plateaux, pardon. Mais c'est évidemment un sujet qui va me passionner. Vous savez, quand il n'y a pas de rémission à la peine de mort. Oui, mais si on est dans le pathos, on peut aussi dire que les victimes, il y en a certaines qui vont demander la justice. Il y a toujours un point de vue individuel. Quand vous parlez à des gens qui étaient dans le Bataclan, je peux vous dire qu'ils vont parfois être pour. Alors paradoxalement, pour avoir défendu un certain nombre de victimes, familles de victimes, c'est pas du tout ce qu'on entend auprès des familles. Je le dis toujours entière. Non mais c'est important parce que c'est un élément qui est partagé. J'ai rarement défendu des gens qui étaient des familles de victimes qui avaient été tuées, assassinées, les entendant dire je veux la peine de mort de la partie adverse. Je sais, en plus je crois qu'on en a déjà parlé. J'ai entendu beaucoup de familles de victimes se plaindre beaucoup des sanctions qu'elles considéraient comme modérées. C'est autre chose, mais pas jusqu'à la peine de mort. J'ai jamais entendu. Merci beaucoup Christophe et Hoche Duval, aux fonctionnaires, auteurs du livre pour ce débat enflammé, le prix de l'insécurité, enquête sur une défaillance d'État, publié aux éditions Erol. Pour un peu de légèreté, est-ce que vous voulez faire le qui c'est qui l'a dit avec nous? Oui. Le quiz de l'actualité. Ça nous donnera une chance en général. Je vais tenter ma chance, mais j'ai des spécialistes avec côté de moi qui sont... des experts, ils sont passés chez moi. Cédric, vous restez avec nous, on se retrouve tout de suite avec les vraies voix. Autour des vraies voix, avec Philippe Bilger, Loïc Guérin, Mickaël Sadoun, Christophe et Hoche Duval est resté avec nous pour le qui c'est qui l'a dit. Et Cédric, vous êtes notre auditeur du jour. Vous connaissez le principe, c'est à vous de lancer le jingle. Christophe, Cédric? Pourquoi je l'appelle Oui, Cédric, je vous écoute. Cédric, oui. Excusez-moi si je vous appelle pas par le bon prénom. C'est parce pas que grave, je regardais Christophe et Hoche Duval. C'est toujours un C. C'est à vous de lancer le jingle. Mais jingle pour Christophe, le petit Christ. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors, Cédric répond le premier. Et s'il n'a pas de réponse, c'est la foire d'empoigne et vous pouvez répondre. Qui c'est qui l'a dit? Cédric. On me traite de folle, mais je ne suis pas folle. Et quand bien même que je le serais, ce n'est pas une insulte. Ah mais ça c'est sûr que c'est une vraie folle qui a dit ça c'est sûr, je sais pas comment elle s'appelle. Sandrine Rousseau. Il a dit Sandrine Rousseau aussi. Pas mal. Il a dit je sais pas. Ça colle tellement bien au personnage. C'était ce matin sur Sud Radio. C'était sur Sud Radio, Avec c'est une ça. étincelle d'intégrité. Avec la faute de grammaire intégrée, c'est ça? Sic, n'est-ce pas? Pourquoi sic? Parce que c'est exactement la citation, non? Avec la faute grammaticale au milieu. Ah oui, non, mais j'ai mis la citation in extenso. Tout y est. Tout y est. Qui c'est qui l'a dit, Cédric? Alors c'est à côté de chez vous, c'est dramatique, à Orthez sur Bétarame. Je pense qu'aujourd'hui, François Bayrou ne peut plus être Premier ministre. Je pense au pape et ses sous-papes. Non. C'est pas Panou? Non. Garrido? Non. C'est du même bord. Mélenchon? Bompard? Non. Bompard? Non.
Corbière Non. Du même bord, donc LFI. Oui. Guettet. Non. On va avoir 60 possibilités à peu près. Non, Quatennens, quand même facile. il aurait été bien placé. Ah bon C'est la seule que vous n'ayez pas citée. Mélenchon. Non. La seule, ce sera pas Mélenchon. Chikirou Non. Ouais, attends. on a Obono Non. Langauchat. je l'ai dit. Eh bien non, c'était Manon Aubry, eurodéputé LFI. Ça m'étonne que Philippe Bilger n'ait pas dit, mais je l'ai dit et vous n'avez pas entendu. Je m'attendais à Je ça. ne triche pas. Depuis c'est que le rare. pape est mort, c'est fini. Qui l'a dit? J'étais dans un collège catholique, tout le monde savait qu'un enseignant curé tripotait les garçons et je ne l'aurais jamais dit à mes parents, j'avais honte. François Bayrou. Non, c'est un maire de grande ville. Mais Cédric, c'est un maire de grande ville. Ah bon. Je sais pas. Et voilà, François. Corrompu, en tout cas, un lâche. Piolle. Lâche. Maire de Pau, François Bayrou. Non. Un écologiste. Estrosi Non, on l'a déjà dit. De quel bord? Un maire de grande ville. Doucet Non. Non. Humic. Eh bien non, c'était Robert Ménard, maire de Béziers. Un maire de grande ville. Bah, Béziers, c'est une grande ville quand même, excusez-moi. non, Le rythme, non, peut-être. non. Peut-être pour le nul, franchement. Je vais pas jouer le mépris parisien, alors on va rien annuler. Mais vous posez des questions. Ah, c'est le rugby, ça. Ouais, c'est tout ce que ça peut. Cédric, vous qui habitez Orthès, vous allez pas me dire que Béziers, c'est pas une grande ville. Ah oui, Ménard. Oui. Trop tard. Qui c'est qui l'a dit? Grande ville de Qui Tauromachie. c'est qui l'a dit, Cédric? Sur Nantes, il y a un très profond malaise de la jeunesse. Cédric. Je vous avoue que je sais pas. C'est Johanna. Non, c'est un ancien Premier ministre. Ah, le grand Raffarin. boxeur. C'est le grand boxeur. Valls. là. Non. Valls. Villepin. Philippe Villepin. Dites-moi, vous n'êtes pas inspiré aujourd'hui. Hein. Non. Barnier Non. Barnier. Bayrou. Non. Cazeneuve Oui, bonne réponse de Michael Sadoun. C'est en répétant plusieurs fois la mauvaise réponse qu'elle va devenir bonne. Philippe Bilger, il répond la mauvaise réponse, il se dit à la troisième fois, il va plus faire gaffe, il va dire 3 points pour Philippe Bilger. À l'usure. Et il nous a truandé sur Béziers. Non, c'est vous qui connaissiez pas Béziers. Je sais que vous faites beaucoup, mais Il connaît sans le livre. Qui c'est qui l'a dit? C'est en plus à côté de votre lieu de villégiature. Ah, on va tout Qui savoir. c'est qui l'a dit sur Nantes? Qu'Elisabeth Borne se bouge, elle a dit qu'elle n'était pas compétente en la matière, elle le prouve désormais. Cédric. Je passe. Chenu. Bonne réponse de Michael Sadoun. ah, bien. C'est marrant, j'ai reconnu Et là, il a raison, une hein. phraséologie. Non, mais je vous assure, c'est. Je trouve qu'il n'a pas C'est un tort. style. hein. Et il a pas Qui tort. c'est qui l'a dit, Cédric? Il faut interdire la vente d'armes blanches aux mineurs. Cédric. C'est un député très connu, qui a été un journaliste très connu. Je vous aide un peu, comme c'était très... Apathie. Franchement, c'est pas glorieux, quoi. Cédric. Un journaliste très Je vois connu. qui c'est. Allez-y. Qui Ah, était ça y est. cheveux grisonnants en arrière, là, un peu long. Non. C'est pas le gars du RN. Non. Un journaliste Un très député ou connu. ancien député? C'est ma Député. mère. Député, dit ça un type. Vous n'êtes pas en forme, les gars. Un député qui a dit ça? Oui. Ancien journaliste. Ouais, Et ils ancien sont genre- Ah, mais c'est 565. Caron. Non. Caron. Non, eh bien c'était Carl Olive, député EPR. Oui, Ah, ça, bon. c'était exact. Ah oui, Vous ça, c'est avez la raison, chose, ça. c'était un ancien. Comme la palissade, c'est possible. Qui effectivement. c'est qui l'a dit? Le président de Poutine doit arrêter de mentir. Cédric. Ah ben. Ah, je sais ça. Macron. Je sais. Bonne Bravo. réponse Bien joué. Je le savais de aussi. Cédric. On n'a plus le temps, Maxime. Non, Eh mais bien, c'est- écoutez, Ouais, c'est fini. on Bravo. peut dire que les vraies voix n'étaient pas dans une forme Non, olympique. quand même. Béziers ne Oh, fait pas écoute, partie de leur univers. si, Et c'est si. Michael Sadoun qui a oui, gagné. Bravo. Moi, je suis bon quand les autres s'écroulent. Hein. Philippe Je Bilger, suis 3 un peu points. constant. Bon, Loïc Guérin, toujours en progression. Voilà. Bon, la première, je l'avais, mais tardivement. Oui. Et le dernier, je l'avais, mais ça servait à rien. Mais parfois, les vendanges tardives sont les meilleures, cher ami. Merci beaucoup, Surtout dans ma Cédric région. Dortès. Ça a été un plaisir de vous avoir à tous les niveaux, y compris étymologiquement. Merci, Christophe et Hoche Duval. Vous voyez Merci que beaucoup. même en mettant aux fonctionnaires le qui c'est qui l'a dit, c'est quand même le très haut niveau. Ah bah vous êtes oui, d'accord? non mais moi je sais que les hauts fonctionnaires ça vaut rien. Et on se Plus que retrouve c'était, dans hein. quelques instants dans les vraies voix. Il y aura notamment le coup de gueule et on aura dans l'info
en plus. Un hommage à un chanteur qui nous quittait il y a 50 ans aujourd'hui, c'était Mike Brandt. Et on aura avec vous Sophie Darel pour évoquer sa mémoire. Restez bien avec nous sur Sud Radio, non, par téléphone. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix qui sont en pleine forme aujourd'hui, enfin... Sauf certains pour le qui c'est qui l'a dit, n'est-ce pas Loïc Guérin? J'ai une constance qu'on ne peut pas me reprocher. Ah oui. Moi j'ai eu Bernard Cazeneuve qui était un très beau point. Vous savez, c'est comme quand il y a un échange très très long au tennis, à la fin celui qui gagne est vraiment super content. Alors Bernard Cazeneuve, on a passé 1 heure dessus. C'est grâce à Bernard Cazeneuve que vous avez battu Philippe Bilger en revenant du Diable Vauvert. Une fois n'est pas coutume. L'arbitre a commis une bévue. Laquelle? Sur Béziers. Béziers, toute ville. Alors, je vous arrête, mon cher Philippe Bilger. D'après le ministère de l'Intérieur, toute ville de plus de 30 000 habitants est considérée comme une grande ville lors des élections municipales. Ah ouais. Donc j'avais raison parce que Béziers, c'est à peu près 55 000, je crois. C'est drôle, il y a des villes aux sonorités troublantes qui vous perturbent un peu. Vous voulez parler de quoi? De Béziers. Dans quelques instants, le coup de gueule. Et on va voyager un peu partout en France pour ce coup de gueule, vous allez voir. Et ensuite, on rendra hommage, il y a 50 ans aujourd'hui qu'il disparaissait, à Mike Brandt, une immense vedette de la chanson française, à la carrière très courte. Et on aura quelqu'un qui l'a très bien connu, une des plus grandes présentatrices vedettes des années 70-80, notamment à l'époque de Mike Brandt. Sophie Darel nous fera le plaisir d'être avec nous. On se retrouve dans quelques instants. Retour des vraies voix avec l'inénarrable Philippe Bilger, Loïc Guérin et Mickaël Sadoun. Et c'est le temps du coup de gueule. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village et même de 7 villages. Dunkerque et Mardic dans le nord, Dèvres dans le Pas-de-Calais, Montataire dans l'Oise, Mouzon dans les Ardennes, Florange en Moselle et Bassindre en Loire-Atlantique. Pourquoi ces 7 villages? Parce que c'est dans ceux-ci que le groupe sidérurgique indien Mittal va supprimer environ 600 emplois sur les 7100 que ces sites comptent. Des pertes d'emplois qui auraient peut-être pu être évité si on avait agi il y a 19 ans. Retour en arrière, en 2001, on débouchait le champagne en faisant cocorico. Arcelor, le géant français de la sidérurgie, fusionnait avec Aceralia, le sidérurgiste espagnol, et Arbed, le sidérurgiste luxembourgeois, et devenait le numéro 1 mondial du secteur. Mais en 2006, une OPA hostile de Mittal Steel faisait basculer ce géant industriel dans les mains de Lakshmi Mittal, milliardaire indien vivant à Londres.
Votre opticien. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Loïc Guérin, Mickaël Satoun. C'est l'heure des tours de table de l'actualité. Je ris rien qu'en pensant au jingle de Maxime. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Tout de suite, là? Ça a commencé? Oui. L'émission a commencé? C'est ce que je viens de dire. Excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Ah, d'accord. Le tour de table. De l'actualité. Et oui, Philippe Bilger, ça a commencé. Je craignais le pire qu'on me fasse reparler anglais. Le pire arrive la semaine prochaine. Ah, Maxime, ne vous pressez pas trop pour ça. Ça, c'est du teasing. Et vous voulez parler d'Éric Lombard? Oui, alors ça n'est pas évidemment le même niveau économique et social que celui que vous avez développé brillamment tout à l'heure, mais j'ai trouvé dans une réflexion d'Éric Lombard quelque chose qui m'a bien plu sur la conception de la vie politique que je souhaiterais. C'est le fait qu'il a demandé, Éric Lombard, à Christelle Morançais, au fond des conseils, puisqu'elle a réussi à économiser, je crois, 100 millions. Pour les régions Pays de la Loire. Pour les régions des Pays de la Loire, il lui a demandé de comment elle avait fait. Et elle s'est contentée de lui répondre, écoutez, c'est très simple, il faut le faire. Absolument, Loïc. Et donc, on peut discuter, ça n'est pas capital comme dialogue, mais au fond, pourquoi, au-delà de cet épisode, ne serait-on pas capable de développer en France une sorte d'intelligence politique qui n'hésiterait pas à solliciter tel ou tel dans l'autre camp à partir du moment où il paraît avoir mis en œuvre quelque chose qu'on ne parvient pas soi-même à accomplir. Loïc Guérin? Évidemment, entièrement d'accord. Ça rappelle un peu en tout cas l'image qu'on en a, même si la réalité est différente, mais de la politique en Allemagne, un peu plus de réel politique, même si une fois encore aujourd'hui l'Allemagne ne va pas très bien sur ce terrain-là, mais dans l'ensemble c'était un peu l'idée, c'est que plutôt que d'avoir de l'idéologie d'abord ou de la posture, on va voir ce qui marche et éventuellement on l'applique, bien sûr. Mickaël Satoun? Je trouve que c'est un peu hypocrite de la part du ministre de l'économie, parce que des idées pour réduire la dépense publique, on en a, et depuis longtemps, depuis au moins le rapport Pébro qui est du début des années 2000. Donc c'est pas d'idées dont on manque, c'est de courage politique. Il est aujourd'hui ministre de l'économie d'un président qui a acheté sa deuxième élection, en quelque sorte, puisqu'il a ruiné la France pour déverser de l'argent dans l'économie au moment du Covid, puis au moment de l'Ukraine pendant la crise énergétique, etc. Et il a plus ou moins été réélu sur le fait que l'économie tenait à peu près à ce moment-là, parce qu'on s'était endetté massivement pour le faire. Donc j'ai envie de dire à Éric Lombard que, à mon avis, il est bien assez compétent, intelligent et avec des compétences techniques en plus sur l'économie et la finance pour savoir ce qu'il faut faire. Loïc Guérin, avant de vous donner la parole, je tiens à rappeler à Philippe Bilger que quand vous avez parlé de réel politique, ce n'est pas un club de football, Philippe Bilger. Loïc Guérin voulait parler du plan de paix de Trump. Oui, qui porte assez mal son nom demeurant. Alors, pour faire un clin d'œil, ce sera mon coup de gueule à moi ce soir. Chacun son tour. Ouais, exactement. Et ça va me faire du bien. Non, sincèrement, je suis à 300 3 mois, 100 jours de l'élection de Monsieur Trump. Non, de l'investiture. L'élection, c'était il y a 5 ans déjà. Disons du début d'exercice effectif du pouvoir. Je commence à être désespéré de voir jusqu'où il peut aller dans la profondeur de l'incompétence, de la posture grave et les trahisons de ce qu'ils font, de ce qui fait d'une certaine manière les États-Unis et de ce qui a fait les États-Unis jusqu'à depuis la Seconde Guerre mondiale en particulier, mais même avant. En l'occurrence, le plan de paix qui porte très mal son nom n'est rien d'autre que de tordre le bras ou tenter de tordre le bras à l'Ukraine en lui disant vous cédez sur tout, y compris d'ailleurs la Crimée, ce qui était presque pas espéré du côté russe, reprendre absolument tous les éléments de propagande russe, c'est-à-dire c'est vous qui avez commencé la guerre, si la guerre continue c'est de votre faute. En clair, la victime résiste, elle a tort, elle n'a qu'à céder. Si je peux au passage la piller par un accord unilatéral sur les terres rares, c'est bien, si je peux pas, tant pis. Et d'une certaine manière, monnayer avec force mensonge, parce que sur les montants annoncés de l'aide américaine, c'est faux. Il n'y a jamais eu 300 milliards, on est plus sur les 60. L'aide européenne est plus importante d'ailleurs que l'aide américaine, y compris d'ailleurs sur le plan militaire, contrairement à ce qu'on croit. Donc beaucoup de mensonges, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de questionnements sur la réelle volonté de Trump derrière tout cela.
Et le constat, qui d'ailleurs le met en difficulté quand il est interrogé par certains journalistes américains, c'est quelle pression avez-vous exercée sur M. Poutine ? C'est-à-dire zéro. La réalité est zéro. Il veut à tout prix un deal parce que peut-être dans son esprit bizarre, parfois un peu hésitant sur la géopolitique, il aimerait s'associer ou s'acoquiner avec Poutine, peut-être pour des questions idéologiques. Son comportement en interne aux États-Unis ressemble fort aux méthodes poutiniennes, c'est-à-dire je choisis mes journalistes. C'est quand même le seul président américain, pardon d'être un peu long mais c'est important, le seul président américain qui a interdit à une agence de presse, à AP, d'être présent, voilà, qui est un des piliers de la démocratie, mais aussi de la presse américaine, d'être présent dans le bureau ovale et de se contenter surtout d'interviews de Fox News, qui est quand même à peu près ce qui se fait de pire en matière journalistique en tant que propagandiste de mensonges ou de contre-vérité. Vous avez totalement raison, Loïc, et depuis quelque temps, je regarde ça avec une sorte d'indignation absolue. Je comprends bien que il n'y a pas de morale dans la vie internationale, mais il me semble que là, il dépasse toutes les bornes, au point de dépouiller radicalement une victime qui n'est pas irréprochable, mais le problème n'est pas là, de tout ce à quoi elle avait le droit d'espérer. C'est un scandale, et je crois que ça commence à indigner bien au-delà de nous. Hein. Même dans son camp, oui. Ouais. Mickaël Sadoun. C'est vrai que le fait que Trump ne veuille même pas sauver les apparences, ça lui donne une espèce de brutalité assumée qui change totalement la manière de faire de la politique. Moi, je trouve que c'est très dangereux, parce que si tout le monde commence à assumer cette brutalité, désolé de vous dire comme ça va vraiment partir en couille. Donc moi je trouve que l'intégrité des frontières n'est pas une chose sur laquelle il faut revenir. C'est un principe intangible et il me semble que c'est plutôt sain. Et ceux qui en Europe parfois se lavent les mains en disant bon, après tout Trump il a raison, il nous embête un peu quand même les Ukrainiens à la fin. Je pense franchement qu'ils ne se rendent pas compte des conséquences de ce genre de délaissement politique. Voilà. Vous diriez que c'est de la brutalité, Mickaël, ou une forme de cynisme ostentatoire? Non, c'est de la brutalité assumée, c'est-à-dire celui qui est à terre, et en plus on le dépouille et on lui dit maintenant tu vas accepter les termes du contrat parce que sinon on te lâche. Je trouve que c'est de la brutalité. Et on va passer à votre tour de table, Mickaël Sadoun. Hier, c'était la commémoration des 110 ans du génocide arménien et vous voulez faire un parallèle. Oui, exactement. Hier, par un hasard du calendrier, il y a eu une coïncidence entre le jour d'hommage aux victimes de la Shoah en Israël, qui s'appelle Yom HaShoah. Il faut comprendre qu'en Israël, il y a un enchaînement de 3 jours. C'est Yom HaShoah, jour d'hommage aux victimes de la Shoah. Yom HaZikaron, qui est le jour d'hommage aux soldats qui combattent et qui ont combattu et qui parfois sont tombés au front, et Yom HaAtzmaut, qui est le jour de l'indépendance d'Israël. Donc c'est une espèce de symbolique entre ce sur quoi Israël s'est fondé, qui est aussi une grande douleur, et qui tend en fait vers un espoir qui est évidemment la fête nationale. Il y a eu donc une coïncidence entre cet hommage à la Shoah et en France, l'hommage au génocide arménien. Et vous savez, moi, au moment du 7 octobre, il y en a qui ont dit, vous savez, il n'y a que les juifs dans la rue, etc. et tout. Et moi, je répondais aux gens, mais est-ce que nous, on est descendus pour les Arméniens quand il y a eu le nettoyage ethnique de l'Artsakh? Donc je voulais profiter de ce jour-là et de cette coïncidence pour dire que en tant que juif, mais en tant que Français et en tant qu'homme simplement, j'étais aux côtés de mes amis arméniens pour cet hommage-là, d'abord, parce que je pense qu'il y a une reconnaissance tardive de ce génocide. Je vous arrête, la Turquie n'a jamais reconnu le génocide alors que c'est elle qui l'a commis. J'allais y venir, la Turquie ne l'a toujours pas reconnu, mais même les pays européens l'ont fait tardivement. La France s'est plutôt honorée à le faire relativement tôt en 2001, mais les États-Unis l'ont fait, je crois, en 2019 sous Joe Biden, et l'Allemagne en 2016. Donc c'est des choses qui sont quand même très récentes. Et je pense qu'il y a eu une sous-couverture médiatique et une sous-défense politique des Arméniens au moment du nettoyage ethnique de l'Artsakh. Je pense que certains, et notamment les Européens, les ont un peu lâchés en race campagne pour des raisons aussi d'alliance politique. Donc je voulais leur témoigner en ce jour mon amitié dans leur hommage. Philippe Bilger. Mickaël m'a appris beaucoup de choses, et j'ignorais ces 3 jours en Israël, et évidemment la comparaison que vous faites est tout à fait pertinente. Un mot? Oui, j'abonde évidemment, et effectivement, de la même manière, je regrette qu'on n'ait pas eu plus de courage, d'ailleurs politique, et de force pour faire entendre un petit peu plus notre voix. J'entends nous, Français, mais aussi Européens, le reste du monde, en tout cas occidental. Les Arméniens ont
effectivement été lâché en race campagne. Oui. Je suis d'accord. Merci beaucoup à tous. Tout de suite, 2 jours par mois obligatoires dans les déserts médicaux. C'est la nouvelle mesure annoncée par François Bayrou en visite dans le département du Cantal. Alors parlons vrai, est-ce que cette proposition vous paraît crédible? Et à la question, faut-il, comme le dit Bayrou, envoyer les médecins consulter 2 jours par mois dans les déserts médicaux? Vous dites oui à 59%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Notre invité, le docteur Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la FMF, la Fédération des médecins de France. Jean-Paul Hamon, bonsoir. Bonsoir. Une question cash pour une réponse cash. Est-ce que c'est un progrès de passer à 2 jours par mois alors qu'au départ, le Parlement voulait obliger à aller dans les déserts médicaux les jeunes médecins? Alors, ça vous a pas échappé que dans le calcul qui a été fait par nos énarques, il a été calculé que ça ferait 30 millions de consultations de plus dans les zones dites désertifiées. Mais ça vous aura pas échappé que pendant ce temps-là, il y aura 30 millions de consultations de moins dans les zones que les médecins auront quittées. Et alors le sketch, c'est que dans le texte qui est prévu, il a dit mais les médecins titulaires pourront se faire remplacer. Alors la question que je pose à nos crânes d'œufs, là, c'est est-ce qu'on pourrait pas envoyer directement les remplaçants dans les déserts médicaux puisqu'ils les ont clairement identifiés? Donc si vous voulez, ils nous refont le sketch des croissants de Fernand Reynaud des années après. C'est modérément drôle là cette fois-ci. On vous retrouve tout de suite, Jean-Paul Hamon, et je tiens à vous dire, pour vous dédouaner, que quand vous avez parlé de crâne d'œuf, je ne me suis absolument pas senti visé. Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Loïc Guérin, Mickaël Sadoun, et c'est l'heure du coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le gouvernement veut imposer aux médecins jusqu'à 2 jours par mois dans les déserts médicaux, annonce du Premier ministre François Bayrou dans le Cantal. Une mesure présentée comme une alternative à la fin de la liberté d'installation. Alors parlons vrai, est-ce que les médecins étant surchargés de travail, on ne va pas leur compliquer la tâche en devant aller exercer loin de chez eux 2 jours par mois? Et à cette question, faut-il, comme le dit Bayrou, envoyer les médecins consulter 2 jours par mois dans les déserts médicaux? Vous dites oui à 59%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Notre invité, quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on aime beaucoup sur Sud Radio, Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. On fait un tour de table des vraies voix. Philippe Bilger. Comme depuis toujours, je n'ai pas pu me déprendre d'une sorte de tendresse politique pour François Bayrou. Je m'apprêtais à dire que c'est mieux que rien ce qu'il proposait et que au fond, après tout, on parle tellement des déserts médicaux et personne ne cherchant à y remédier, il fallait presque saluer ce tout petit geste. Mais j'ai perdu toute illusion quand j'ai entendu Jean-Paul Hamon dire à quel point cette initiative était absurde. En même temps, j'ai entendu ce matin que il y aurait des problèmes, même si on admettait le principe de cette petite mesure, avec les spécialistes qui partiraient, qui n'auraient pas l'appareillage et le dispositif nécessaire. Donc, je vais devoir rabattre mon envie de saluer cette initiative et j'attends avec impatience de connaître quelles seraient les mesures qui régleraient le problème crucial des déserts médicaux. Loïc Guérin. Moi, j'étais pas parti du même postulat, ni avec la même bienveillance. Je me posais la question, mais je suis pas du tout un spécialiste, donc notre invité va probablement pouvoir expliciter tout ça avec utilité. Je me posais la question de savoir si finalement la méthode n'était pas la mauvaise en France. On a un peu trop tendance à vouloir faire du pyramidal. On décide là-haut, cette espèce de pouvoir. Là, on parlait des énarques, mais c'est au-delà et par-delà les énarques. C'est quelques individus qui souvent en plus font un peu de récupération politique au passage. Après tout, c'est leur travail, pourquoi pas. Et qui pensent avoir trouvé une solution, qui vont nous recréer une usine à gaz qui en plus avoir des répercussions fiscales. Parce que j'ai cru comprendre qu'il y aurait une pénalité pour ceux qui ne veulent pas y aller, une récompense pour ceux qui veulent y aller, donc avec des calculs d'apothicaires, en faisant travailler des fonctionnaires qui pourraient peut-être être utilisés à autre chose. Voilà. Donc ce qu'on sait très bien faire en France, c'est-à-dire recréer une usine à gaz qu'on aura du mal à débrancher après, plutôt que de modestement, peut-être avec humilité, laisser le fond et les gens professionnels travailler sur le terrain et trouver des solutions au cas par cas selon les régions.
Mickaël Sadoun. Moi, je vais quand même essayer de défendre la mesure de François Bayrou. Ce que Monsieur Hamon disait était plein de bon sens, mais les 30 millions de consultations en plus vont pas forcément remplacer 30 millions de consultations qui se faisaient dans les zones surdotées. Elles vont parfois remplacer du temps d'inactivité. En tout cas, c'est ce que je constate, moi, en tout cas, chez les dentistes que je connais bien, c'est que ceux qui sont dans des zones surdotées ont beaucoup de temps d'inactivité parce qu'évidemment, il y a une concentration qui fait qu'on n'a pas tout le temps la patientèle qui permet de faire tourner le cabinet en permanence. Donc peut-être que ça peut créer effectivement des consultations supplémentaires, même si évidemment le raisonnement était de bon sens. L'un des grands problèmes qui a créé les déserts médicaux en France, c'est évidemment la question du numerus clausus qui a été imposé dans les années 70 et dont on s'est débarrassé seulement avec le numerus apertus en 2019. Je pense que c'était une initiative saine. Simplement, ça va mettre un peu du temps à se mettre en place, puisque le temps de formation pour un médecin, c'est une dizaine d'années, quoi. Donc, on verra pas les conséquences de cette politique avant 2030. Donc, d'ici là, il faut essayer de résoudre les problèmes comme on peut. Il y a évidemment la télémédecine, il y a évidemment les incitations fiscales et financières à s'installer dans les zones sous-dotées, et il y a cette mesure de François Bayrou qui est une mesure comme une autre. Voilà. Jean-Paul Hamon, pour faire une triple consultation à nos vraies voix, pour leur répondre à tous les trois. Alors, si j'avais pas peur de prendre un nouvel avertissement de l'ordre des médecins, je dirais que c'est une idée à la con. Parce que franchement, tout le pays, il le souligne eux-mêmes, 87% du pays est en zone désertifiée. Comment voulez-vous que les médecins qui sont soi-disant dans les 13 zones surdotées puissent assurer 2 jours de consultation dans tous les déserts médicaux de France? Vous avez parlé de télémédecine et vous faites bien parce qu'à aucun moment ça n'est abordé dans ces propositions. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est une solution à la désertification alors que c'est un bon outil. Si moi, médecin traitant, je rends service à un patient que je connais, dont je connais les antécédents et les réactions, je peux faire une téléconsultation. Je peux faire une téléconsultation avec un spécialiste, une téléexpertise avec un autre spécialiste en présence du patient ou avec un infirmier quand il s'agit d'une personne âgée à domicile. Mais clairement, faire de la téléconsultation par un médecin qui ne connaît pas le patient, qui ne peut pas l'examiner et voir comment ça se passe actuellement, c'est clairement une dégradation de la qualité de prise en charge des patients. C'est un détournement de la téléconsultation qui pourrait être utile. Ça, c'est pour la téléconsultation. Pour le reste, vous savez, on vient de coller une 10e année aux seuls médecins généralistes. Ils avaient signé pour 9 ans, on vient de leur en coller 10. Et l'idée de nos gouvernants, c'est de leur faire ça dans le désert. Naturellement, c'est des gens qui, vous savez, ils ont bac plus 9, bien souvent, bac plus 9, vous avez quand même une famille. Et donc on vous demande d'aller, on vous propose un logement, un vague logement et une prime de 300 €. J'ai proposé à Cédric Arcos, le conseiller de Matignon, lui dire écoutez, voilà, on pourra avoir 3500 médecins généralistes de plus demain. Vous doublez le salaire de l'interne, vous mettez un secrétariat présentiel pour qu'il bosse dans de bonnes conditions, et il a un maître de stage qui est, s'il est tout seul, où il a un maître de stage joignable au téléphone pour sécuriser sa prise en charge. Alors que ce sont des vrais docteurs. Ils ont fait 6 mois aux urgences, 6 mois en situation de responsabilité chez un généraliste, un stage de gynéco, un stage de pédiatrie, ce sont des vrais docteurs. Eh bien, la réponse de Cédric Arcos a dit doubler le salaire comme vous y allez. Alors je dis écoutez monsieur, dans le contexte de désertification où on est, c'est une mesure qui coûterait 30 millions d'euros à la collectivité pour un budget de 150 milliards de la Sécu. Et je lui ai dit, mais excusez-moi, mais doubler le salaire à un bac plus 10 qui a une responsabilité telle que chez les internes, il y a un suicide tous les 18 jours, excusez-moi, mais personnellement, je ne suis pas choqué. Oui, effectivement. Bon. Philippe Bilger, Mickaël Sadoun. Là, on est un peu dans le pathos. Non mais d'abord les chiffres qui ont été cités, moi je trouve sont pas très comparables. S'il s'agit de dire que les médecins sont sous-payés en France, je suis plutôt d'accord, et les professions médicales en général. Et d'ailleurs, je pense que les administrations médicales devraient se débarrasser d'un certain nombre de personnels purement administratifs et des non-soignants pour dégager des marges de manœuvre financières et mieux rémunérer les soignants. Parce qu'il y en a à peu près 35% dans l'hôpital public, là où il y en a... qui font des tableaux Excel. Qui se passent des feuilles et qui font des tableaux Excel, là où il y en a à peu près 20% en Allemagne. Donc voilà. Loïc Guérin. Entièrement d'accord. Je crois que la crise du Covid avait montré à quel point on était englué dans de l'administratif, là où on n'aurait peut-être pas dû l'être.
Par ailleurs, tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il faut faire un peu preuve de pragmatisme. Et d'ailleurs, je suis assez étonné, pour être franc, parce que autant je peux comprendre qu'un certain nombre de personnes ne peuvent pas se payer du service médical en le payant intégralement, mais on est encore dans un pays qui surcouve de ce point de vue-là. Personnellement, je ne serais pas choqué de mettre 10 ou 20 euros de plus dans une consultation médicale que je paierais de ma poche, pour être tout à fait honnête. Vu le degré d'étude, de responsabilité et de pression qui pèse sur les médecins, je ne trouverais pas choquant qu'ils soient mieux rémunérés, entre nous. Philippe Bilger. Jean-Paul, je suis frappé, et encore une fois, vous avez pu constater que je ne maîtrise pas grand-chose dans ce domaine. Sinon, comme patient, je note que le fléau des déserts médicaux a tout de même engendré, et je suis sérieux là, une multitude d'initiatives. J'en parlais avec Loïc à l'instant, comme si en effet de la base dans les provinces, dans ces territoires si mal nommés, eh bien il y avait des gens qui étaient capables de création et de spontanéité. Est-ce que vous le ressentez, ça ? Mais bien évidemment, et là sur la liste syndicale d'aujourd'hui, je voyais l'inquiétude d'une jeune femme dans le Maine-et-Loire qui exerce actuellement dans un groupe médical avec 3 médecins, et il fonctionne avec une 4e médecin qui est remplaçante. Avec le passage de la loi Garot, et donc ils sont en train de construire un local plus grand pour pouvoir accueillir les 4 patients, les 4 médecins. Eh bien, si la loi Garot passe, cette remplaçante ne pourra pas s'installer. Parce que c'est considéré comme une zone qui est normalement dotée, alors que c'est grâce à l'initiative de ces médecins qui se sont regroupés, qui ont permis justement d'attirer cette remplaçante. Elle pourrait pas s'installer. Donc, si vous voulez, il y a des initiatives locales qui sont prises, et les médecins ont envie de travailler. Mais moi, ce que je voudrais rappeler, c'est que là, actuellement, on nous vante les maisons de santé pluridisciplinaires. Ça n'est rien de plus que les dispensaires du 19e et les centres de santé du 20e qui ne vivent qu'à coup de subventions. Moi, je milite pour des équipes de soins primaires, médecins, infirmiers, et qui permettraient justement d'éviter les hospitalisations et de les raccourcir. Et pour des groupes monodisciplinaires qui communiquent entre eux, c'est-à-dire un groupe de médecins généralistes comme le mien, on est 5 généralistes, qui communiquent avec des groupes d'infirmières. Et franchement, si vous avez une équipe de soins primaires sur laquelle vous vous appuyez, bien souvent, il y a des personnes âgées, on pourra éviter les hospitalisations et les raccourcir. Et quand on évite une hospitalisation, que vous hospitalisez une personne, eh bien, ça coûte 3-4 jours d'hospitalisation, et quand elle revient, eh bien, on a dépensé 4, 5 000 euros, 6 000 euros, et à la place de ça, si on rémunérait les infirmiers qui, par exemple, sur un forfait infirmier correspondant, etc., qui toucherait 50 ou 80 euros par mois par an par patient, on éviterait ces 4 ou 6 000 euros. On pourrait raccourcir les hospitalisations et bien souvent les éviter. J'ai vu encore l'autre jour une femme qui était 92 ans, qui était mourante, et une infirmière qui faisait partie d'un réseau a sollicité le prestataire qui a livré, écoutez bien, 1 mètre cube de médicaments. Ah oui. 1 mètre cube de perfusion de médicaments. Quand j'ai vu ça arriver, j'ai dit, mais d'où ça sort? Cette personne-là en a pour 24 heures, etc., alors qu'elle souffrait pas, etc. Et on se dit, on supprimerait les prestataires à la sortie de l'hôpital qui livrent ce mètre cube de médicaments parfaitement inutiles. On rendrait aux pharmaciens de proximité Jean-Paul Hamon, on n'a plus le véritable rôle. On n'a plus le temps. Merci beaucoup, Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Mais non, on a explosé le temps. On vous remercie. On vous dit à très bientôt dans Les Vraies Voix et sur Sud Radio. Merci Philippe Bilger. Merci Loïc Guérin. Merci Mickaël Sadoun. Tout de suite, le rugby. Bonsoir Alexandre Priam. Bonsoir Les Vraies Voix. Et c'est la plus belle journée de Pro D2 ce soir sur Sud Radio. Effectivement, c'est la plus belle journée de Pro D2 de l'année. Et c'est une réalité. Et oui, parce que, on va avoir de l'enjeu sur tous les terrains. Des saisons pour des clubs de Pro D2 vont basculer ce soir. Il y aura des clubs qualifiés pour les phases finales. Il y en aura des éliminés. Il va se passer des choses extraordinaires ce soir sur Sud Radio. On est là jusqu'à 23h avec toute l'équipe et on va vous révéler des choses notamment autour du Stade Toulousain et aussi d'un accord entre la Fédération Française de Rugby et du Stade de France. C'est une grosse soirée. Merci. Tout de suite, les incontournables de la gestion de copropriété avec Top